Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va parler du Proche-Orient. Du Proche-Orient pour montrer un peu, une fois de plus, que dans l'ambiance générale de, comment dirais-je, de bouleversement de l'ordre mondial, les acteurs, si tu veux, l'influence des acteurs soit diminue, soit augmente. C'est-à-dire que ceux qui avaient un rôle prépondérant, notamment dans le plus vieux conflit en cours de la planète, donc le conflit israélo-palestinien, on voit même qu'à ce niveau-là, il y a de gros bouleversements. J'en veux pour preuve que actuellement, depuis le 7 octobre, après l'attaque du Hamas contre certaines populations israéliennes, notamment celles qui vivent dans les kibboutz qui sont tout autour de la bande de Gaza, notamment la partie nord de la bande de Gaza, il y a depuis une véritable réponse militaire très forte de la part d'Israël. Selon le ministère de la selon le ministère de la Santé du Hamas, on a déjà atteint le cap des 10 000 victimes au niveau de la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne dès le 8 octobre, donc dès le lendemain des attentats perpétrés par le Hamas. Et donc depuis, les Américains qui étaient un peu en retrait en réalité dans la région, qui étaient vraiment en retrait dans la région, sont obligés de revenir à la rescousse pour essayer d'éteindre le feu que vient de déclencher Israël. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde le type de réponse apportée par les Israéliens, la réponse est non seulement disproportionnée, mais en plus, Israël, une fois de plus, viole toutes les dispositions relatives aux droits humanitaires, aux droits de la guerre, des conventions de Genève. Donc Israël viole le droit international. Alors qu'il y a un an à peine, on était dans une rhétorique où on disait que c'est le droit international qui doit primer et on accusait la Russie, parfois à juste titre, de certaines de ses actions commises, notamment en Ukraine, en l'accusant d'avoir commis des crimes de guerre et d'avoir violé le droit international humanitaire. Or, la Russie qui a toujours subi des attaques et des condamnations de tout genre de la part de l'Occident, à présent, on voit un espèce de statu quo, un espèce de silence qui est assourdissant de la part des Occidentaux qui ont du mal même à condamner Israël pour notamment pour les frappes qu'elle fait. Ils sont même incapables de condamner Israël pour le fait qu'Israël viole le droit humanitaire en empêchant la distribution de l'eau, de l'électricité dans la bande de Gaza, en empêchant l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza, en détruisant des infrastructures essentielles et qui ne sont même pas des infrastructures militaires, les écoles, les hôpitaux, en frappant systématiquement des populations civiles parce qu'ils tirent avec des missiles sur des zones densément peuplées pour, soi-disant, selon leurs propres propos, tuer des responsables du Hamas. Donc, pour un responsable du Hamas tué, on tue 25 civils palestiniens. Donc, tout ça, évidemment, avec, si tu veux, le soutien des États-Unis. Parce que les Américains restent sur une posture quand même qui est tout à fait, d'un point de vue de la morale, qui suscite énormément de questionnements. C'est-à-dire que les Américains disent aux Israéliens, écoutez, nous, on vous soutient parce que vous avez le droit de vous défendre. Et donc, quelle que soit la réponse que vous apporterez, nous serons là pour vous soutenir dans le choix de la réponse que vous devrez apporter. Mais nous disons aussi aux pays arabes qu'il ne faut pas intervenir, il faut laisser la question israélo-palestinienne entre les mains d'Israël. Et bref, il faut accepter, si tu veux, le choix le choix israélien dans la manière de vouloir régler la question du Hamas. Donc, et puis continuer à traiter le Hamas comme étant une organisation terroriste. Il ne faut pas oublier que le Hamas est né dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, de la volonté aussi des Israéliens. Benjamin Netanyahu, c'est un secret de polichinelle, il avait au départ soutenu le Hamas pour affaiblir le Fatah et affaiblir l'autorité palestinienne, et maintenant aujourd'hui c'est un peu un monstre qu'il a créé et qui lui pète à la figure. Et donc ça aussi, ce n'est pas nouveau. Et par contre, ce qui est aussi frappant, c'est que aussi bien on voit là de la part des Américains et des Occidentaux le fait qu'il n'y ait plus
il n'est plus véritablement une voix qui porte au Proche-Orient. La preuve, on a vu la tournée de Joe Biden à Israël. Il a fait 5 heures à Israël. Il a fait un aller-retour Washington-Tel Aviv. Eh bien, il n'a rien obtenu. Rien obtenu du côté des Israéliens. Il avait demandé à ce que les Israéliens fassent un cessez-le-feu, que les Israéliens essayent dans leur stratégie de préserver au maximum des populations civiles, ce que Benjamin Netanyahu n'a absolument pas appliqué. Il ne faut pas aussi oublier les paroles tenues par Isaac Herzog, le président israélien, qualifiant la population du Hamas, la population de Gaza de complice du Hamas, et donc qu'il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Tout autant de phrases qui auraient fait frémir ou fait bondir les Occidentaux s'ils avaient été tenus par Vladimir Poutine en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, on voit là cette espèce de 2 poids 2 mesures, malheureusement, qui pèse sur l'Occident et dont l'Occident n'arrive pas à se défaire, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Australie, voilà, l'Italie. Donc, tous ces pays-là qui sont maintenant pris à leur propre piège rhétorique, c'est-à-dire que le propre piège qui consistait à dire que nous vivons dans un monde où l'ordre et le droit doivent perdurer, doivent être les éléments qui doivent régir les relations entre les États. Et donc, lorsque l'on constate que ce droit-là va dans le sens de leurs intérêts, ils mettent en avant qu'il faut respecter ce droit international. Mais lorsqu'ils considèrent que ce droit international a le même droit là, qu'ils demandent aux autres d'appliquer, ne va pas dans un sens qui leur est favorable du point de vue de leurs intérêts, ils n'hésitent pas à le tordre ou à être totalement, ils deviennent totalement aveugles, et donc ils ne voient plus ce droit international-là. Et donc ce 2 poids 2 mesures entre la Russie d'un côté et Israël de l'autre, où à la Russie, on a même saisi la CPI pour que la CPI a diligenté des enquêtes, soi-disant que des crimes de guerre avaient été commis en Ukraine, notamment par exemple pour le cas de la ville de Boutcha. Je rappelle que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par le procureur de la CPI, même s'il ne s'agit pas de crimes de guerre, mais il s'agit de tentatives d'enlèvement d'enfants. Mais là, on voit qu'au niveau, pour ce qui concerne ce que Israël fait au niveau de la bande de Gaza, alors que c'est visible, c'est palpable, tout le monde le voit, on voit qu'Israël viole les dispositions du droit international, ni la CPI ne s'est saisie encore de la question, tout au plus elle dit que, attention, Israël, il risquerait d'ouvrir peut-être potentiellement une enquête. Donc, bref, on voit que même la CPI ne joue pas le jeu. La CPI qui a été prompte à aller sur le terrain en Ukraine pour faire des enquêtes et accuser la Russie, qui n'est pas signataire du statut de Rome, pour accuser des dirigeants russes et les placer sous le coup de mandats d'arrêt internationaux. Mais ils sont incapables de le faire et ils ne le feront certainement pas pour ce qui concerne Israël. Et donc ce 2 poids 2 mesures fait que dans la région et au niveau de la communauté internationale, évidemment, ce discours ne passe plus et on le voit aujourd'hui. En 15 jours, il y a eu 4 tentatives de résolution au niveau du Conseil de sécurité qui sont bloquées, qui ne passent pas. 3 ont été déposées par la Russie. Il y a 2 qui ont été déposées par la Russie, une par le Brésil, une par les États-Unis. À chaque fois, le droit des vétos des membres permanents, un droit de veto a été mis devant et puis cette résolution n'est pas passée. En dépit des condamnations de la communauté internationale lors de la session ordinaire de l'Assemblée générale, de la session extraordinaire, la 10e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, qui ont condamné de manière globale Israël, ça n'a absolument rien changé dans la politique israélienne en ce qui concerne Gaza. Il continue de pilonner. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lors de la tournée de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dans la région, il avait rencontré notamment le Benjamin Netanyahu, il avait rencontré Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, il avait rencontré le roi Abdallah II de Jordanie et il avait tenté de rencontrer Erdogan de Turquie à Ankara. Malheureusement, pour lui, à chaque fois dans cette tournée, on voit bien que
les États-Unis ne sont plus le premier médiateur de conflit israélien-palestinien. Parce que aussi bien lors de son passage devant Netanyahou, il n'a pas obtenu des pauses humanitaires, c'est-à-dire pas un cessez-le-feu, mais des pauses humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et éventuellement la libération de certains otages détenus par le Hamas. Les Israéliens estimaient que si on laissait une pause ou bien si on mettait en place un cessez-le-feu, cela pourrait être utilisé par le Hamas pour renforcer ses positions sur le terrain. Donc, ils ne veulent pas entendre parler d'un arrêt de combat, quelle que soit la forme que cela pourrait prendre, pause humanitaire, pause tactique, cessez-le-feu, etc. Ils sont allés à Ramallah, donc devant Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas a carrément accusé les Américains de soutenir un génocide en cours à Gaza, et donc il n'a pas obtenu de la part de Ramallah une condamnation même des attentats posés par le Hamas le 7 octobre. Donc il est revenu là-bas. Bredou, il est allé en Jordanie. En Jordanie aussi, c'est le même discours qui lui a été tenu par les autorités jordaniennes. Et lorsqu'il est allé en Turquie, il n'a même pas pu rencontrer le président Erdogan. Il n'a pu rencontrer que son homologue turc. Et encore même au cours de cet échange, les photos sont édifiantes. Les échanges étaient froids. Il n'y a même pas eu de conférence de presse commune, comme le veut un peu la tradition, lorsque une personnalité de cette importance arrive, notamment dans la région. Donc après donc le Moyen-Orient, après le Proche-Orient, les Américains ont entamé depuis hier une tournée en Asie, enfin en Asie du Sud-Est, ils sont au Japon. Là, au Japon, après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Tokyo, ils vont avoir une série de discussions aujourd'hui avec Anthony Blinken avec ses homologues du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon sur comment est-ce qu'ils pourraient aborder la question de la résolution du conflit en cours entre Israël et le Hamas qui risque de déstabiliser le Moyen-Orient. Donc, n'ayant pas de réponse sur place, il est obligé de faire une espèce de rencontre au Japon. Mais là encore, évidemment, une rencontre entre alliés ne va rien donner du tout. Pourquoi ? Parce que si vous parlez tous le même langage, il est clair que au sortir de cette réunion, la position du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Japon ne diffère pas de celle des Américains, puisque en réalité, ces pays-là systématiquement se penchent sur la sur la position américaine. Donc, il n'y a rien à attendre de là-bas en dehors d'une tentative de pure opération de communication. Par contre, ce qui est assez intéressant à relever, c'est la montée en puissance de deux pays dans la région, je dirais même trois pays dans la région. Je parlerai de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et d'un pays aussi pas très éloigné de là, de la Russie et de la Chine. Donc ces quatre pays-là, un pays européen, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Qatar, sont, quand on regarde, si tu veux, l'activisme diplomatique qui est intense, qui est déployé aujourd'hui dans la région, ceux qui arrivent à discuter avec toutes les parties, donc c'est la Chine, c'est la Russie, parce que la Russie est assez intéressante. On a vu une délégation du Hamas et de l'Iran se déplacer, aller à Moscou, donc la Russie a maintenu des relations avec Israël, même si, bien entendu, ces relations-là sont un peu tendues aujourd'hui, mais néanmoins, en dépit du fait qu'il ne faut pas l'oublier, Israël n'a jamais qualifié l'invasion russe en Ukraine, et donc elle a toujours maintenu des canaux de communication entre Tel Aviv et Moscou. Et donc, de ce point de vue-là, les Russes aussi essayent de jouer leur partition sur la question. Et puis aussi, il y a le Qatar. Il faut savoir que le Qatar a toujours joué un rôle secondaire pendant de très nombreuses années. Ils assuraient l'administration de la bande de Gaza en finançant à hauteur de 30 millions de dollars par mois le Hamas pour administrer la zone de la bande de Gaza avec la bénédiction des Américains et des Israéliens. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont des acteurs incontournables parce qu'ils ont la double capacité de parler à la fois avec le Hamas et l'Iran et Israël et les Américains. Donc, aujourd'hui, on le sait, la plupart des messages que les Américains ou les Israéliens veulent faire passer en direction de l'Iran ou du Hamas passent par le Qatar. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, que l'exécutif politique du Hamas
se trouve à Doha au Qatar. Donc le Qatar a aussi un rôle très très important. Et puis on a l'Arabie Saoudite qui est le géant religieux, qui est le géant politique. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est un secret de polichinelle, avait entamé des discussions secrètes avec les Israéliens en vue de normaliser leurs relations diplomatiques dans le cadre du processus dit des accords d'Abraham. Malheureusement, tout ça est tombé, a pris un peu de l'eau depuis les événements du 7 octobre dernier. Et donc l'Arabie Saoudite veut jouer aussi maintenant un rôle de médiateur puisqu'ils observent que les Américains sont, si on peut dire, vomis aussi du fait que depuis Barack Obama, en réalité, les Américains avaient tenté de s'extirper de ce qu'ils considéraient comme étant une espèce de bourbier sans fin. Barack Obama avait décidé d'apporter un soutien indéfectible à Israël et de se détourner de la question palestinienne. Donald Trump, lui, il est venu en mettant en place une diplomatie agressive qui visait à étouffer la question palestinienne sous le tapis des accords d'Abraham en disant que vous normalisez les relations avec Israël et vous oubliez l'État palestinien. Malheureusement, à la fois, ces deux stratégies-là n'ont rien donné puisqu'aujourd'hui, Joe Biden était exactement dans la même continuité que son prédécesseur Donald Trump en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et ça, aujourd'hui, ça leur a pété à la figure. Donc, les Américains ne sont plus véritablement les médiateurs majeurs dans ce conflit au Proche-Orient. On voit maintenant l'arrivée de nouveaux acteurs. Il ne faut pas oublier que la Chine a proposé aux deux parties son plan de paix. Et ce plan de paix-là, bien que bloqué par les Américains, n'a jamais été mis de côté, aussi bien par les Israéliens que par les pays arabes. Donc, il y a ces nouveaux pays-là qui montent en puissance et qui prouvent qu'aujourd'hui, la solution de deux États tant vantée par tous ne pourra pas être mise en place par les Américains, mais plutôt par ces nouveaux acteurs-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.